Attention, ces histoires peuvent être choquantes et sont réservées à un public averti. Quand je travaillais comme opérateur au 911 à Portland, j'ai reçu un appel d'une jeune femme complètement paniquée. Sa voix tremblait, hachée, confuse. Elle disait que son petit ami était sous méthamphétamine depuis plusieurs jours et qu'il tenait un petit labo chez lui. Elle criait qu'il avait des vers violets qui bougeaient sous sa peau, que son sang coulait partout. Au début, on croyait à une overdose ou à un délire de drogue. Puis les agents arrivés sur place ont confirmé la scène. L'homme, totalement hors de contrôle, s'était lacéré les bras, persuadé qu'il devait faire sortir quelque chose de son corps. Ce qu'elle prenait pour des vers, c'étaient ses propres veines qu'il arrachait dans sa folie. J'ai raccroché en silence après avoir transféré les informations au secours. Je me souviens m'être regardé dans la vitre du poste, encore avec le casque sur la tête, me demandant ce que je faisais là, à écouter ce genre d'horreur nuit après nuit. Peu de temps après, j'ai quitté le service. Certains supportent ces appels toute une carrière. Moi, je savais que si je restais, je finirais par perdre la capacité de ressentir quoi que ce soit. J'ai reçu un appel à 3 heures du matin. C'était une petite fille de 7 ans. Sa voix tremblait, mais elle essayait de rester calme. Elle m'a dit que sa maman était allongée sur le canapé et qu'elle ne respirait plus. Elle connaissait son adresse, une maison isolée au milieu de nulle part. L'ambulance mettrait au moins 25 minutes à arriver. Je lui ai parlé doucement, en lui demandant de m'écouter attentivement. Elle était trop petite pour déplacer sa mère d'un seul geste, alors je lui ai expliqué comment faire, un bras après l'autre, une jambe après l'autre, jusqu'à ce que sa maman soit allongée sur le sol. Elle obéissait à chaque mot, concentrée, déterminée. Quand je lui ai donné les instructions pour commencer la réanimation, elle n'a pas hésité. Ses petites mains faisaient tout ce qu'elles pouvaient. Il n'y avait pas de voisin, pas de numéro pour joindre le père, rien d'autre que cet enfant et ma voix dans le combiné. Le temps paraissait interminable. Puis, entre deux compressions, la mère a pris une inspiration faible, presque imperceptible. Une autre a suivi. Quand les ambulanciers sont enfin arrivés, elle respirait de nouveau. J'ai senti la tension retomber d'un coup. J'ai laissé le casque de côté et j'ai pleuré. Pas de tristesse, juste un immense soulagement. Pour cette fillette qui venait, à 7 ans, de sauver la vie de sa mère. Je n'ai fait ce travail que pendant 6 semaines avant qu'un appel lié à un suicide ne me brise. Je n'étais même pas encore formé pour autre chose que la réception des appels au 911. Quelques appels me sont restés en mémoire. La première nuit, j'ai reçu un appel de mon ancien patron, juste après qu'on m'ait assuré que je ne parlerai jamais à quelqu'un que je connais, pas en 20 ans. Ironique. Un homme âgé a appelé à 6 heures du matin en disant « Ça va paraître bizarre, mais je viens de me réveiller et je crois que ma femme est morte. » C'était plus triste qu'effrayant. Une fille a appelé en hurlant qu'elle était en rendez-vous avec un homme qui voulait la violer. L'adrénaline montait, j'étais terrifié. C'était lors de ma première ou deuxième nuit de travail. J'entendais l'homme crier qu'elle était simplement ivre, qu'il s'agissait d'un rendez-vous arrangé et qu'il la ramenait chez elle en sécurité. Je ne saurais jamais qui disait la vérité. Une femme a appelé en pleurs parce que son nourrisson faisait plusieurs crises d'épilepsie. C'était la veille du Nouvel An et toutes les ambulances étaient débordées. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester au téléphone avec elle pendant que la ligne des ambulanciers sonnait occupée, encore et encore. Pendant presque 10 minutes, j'ai chanté des berceuses avec cette mère pour calmer son bébé minuscule jusqu'à ce qu'une ambulance puisse enfin être envoyée. C'était probablement l'appel le plus terrifiant, car j'avais l'impression que j'allais assister, impuissant, à la mort de cet enfant au bout du fil. Cette même nuit, j'ai reçu un autre appel, des filles hurlaient, on entendait du verre se briser, mais la communication ne passait pas bien. Il n'y avait pas de numéro de rappel et la ligne s'est coupée. Par miracle, quand la personne a rappelé, c'est encore moi qui ai décroché,
ce qui a permis de transférer l'appel au bon service pour localiser le bar où elles se trouvaient. Elles ont expliqué que quelqu'un leur lançait des verres par-dessus la porte des toilettes. Et puis il y a eu l'appel qui m'a fait perdre mon travail. Un homme a appelé, d'un ton parfaitement calme, et a dit « Je voulais juste que vous sachiez que je vais me suicider. » Non, je ne dirai pas qui je suis, ni où je suis. Je voulais juste que vous le sachiez, pour quand vous trouverez mon corps. Je ne savais pas comment gérer ça. Dès qu'il a raccroché, j'ai éclaté en sanglots. L'opérateur qui prenait les appels après moi m'a entendu pleurer et a signalé mon comportement jugé non professionnel à mes supérieurs. J'ai perdu mon emploi ce jour-là. J'étais opérateur du 911 à Mobile, en Alabama, le jour où l'ouragan Katrina a frappé la côte du Golfe. Les appels affluaient sans interruption, et étrangement, beaucoup venaient de la Nouvelle-Orléans et du littoral du Mississippi. On nous les transférait sans doute parce que les centres d'urgence à l'ouest s'effondraient les uns après les autres. À un moment, j'ai reçu l'appel d'une femme. Sa voix était haletante, brisée. Elle disait qu'elle était coincée dans sa maison, sur Gordon Street, entre Florida et Lowe. J'ai cru d'abord qu'elle se trouvait à Mobile, parce que nous avons aussi une Florida Street ici. Mais après avoir cherché et revérifié son adresse sans la trouver, je lui ai demandé dans quelle ville elle était. Elle a simplement répondu « Je suis à la Nouvelle-Orléans ». J'ai tenté de la transférer vers les secours de là-bas, sans succès. Personne ne répondait. Pendant ce temps, elle s'est mise à crier. L'eau montait déjà dans le grenier où elle s'était réfugiée. Je lui ai dit de trouver un objet lourd et de frapper la grille d'aération pour pouvoir grimper sur le toit. Elle a essayé, encore et encore, mais l'ouverture était trop étroite. Puis elle s'est assise, à bout de force, et s'est mise à pleurer. Je lui ai promis de rester en ligne aussi longtemps qu'elle le voudrait. Alors je suis resté. J'ai entendu ses prières, ses colères, son souffle court. De longues minutes ont passé, rythmées par le bruit de l'eau qui montait. À la fin, il ne restait que le son de ses efforts pour garder la tête hors de l'eau, puis plus rien. La ligne s'est coupée, sans un mot, sans un cri. Je ne sais toujours pas si elle a survécu. J'ai répondu à l'appel d'un homme qui hurlait parce qu'un de ses proches qu'il venait de trouver dehors saignait de la tête et était allongé par terre. L'appel venait d'un endroit très isolé, donc je savais que j'allais rester longtemps au téléphone avec lui. Ce n'était pas facile, car il paniquait complètement et me criait dessus presque tout le temps. Pendant que je lui posais des questions sur l'état de la victime, il ne cessait de répéter « Il saigne de la tête. Envoyez de l'aide ». Nous avions déjà dépêché une ambulance, la police et les pompiers. Puis, soudain, pendant l'évaluation, il a crié « Il ne respire plus ». À ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour le calmer et lui donner les instructions de réanimation. Il s'en est très bien sorti et, après environ 300 compressions, la victime a recommencé à respirer. Dès que cela s'est produit, je suis passé au protocole pour contrôler l'hémorragie et je lui ai demandé d'aller chercher une serviette propre et sèche pour la presser sur la plaie de la tête. Mais l'homme refusait de le faire. Il était dans un état émotionnel catastrophique et ne voulait pas s'éloigner de la victime, peu importe combien j'essayais de lui parler ou de le raisonner. Je le suppliais presque d'aller chercher quelque chose pour arrêter le saignement, mais il répétait sans cesse qu'il ne voulait pas le quitter. Au bout d'un moment, la police est arrivée sur les lieux. Je lui ai demandé s'ils étaient là, il m'a répondu que oui. Juste avant que je ne raccroche pour les laisser lui parler, j'ai entendu un policier dire « Monsieur, éloignez-vous de cette arme au sol ». Cet appel m'a donné des frissons. Les appels les plus difficiles, pour moi, sont toujours ceux qui concernent des enfants. Chaque fois qu'un parent découvre son enfant sans vie, c'est une douleur qu'aucune formation ne peut préparer à affronter. Mais le pire appel que j'ai jamais reçu, c'était une femme qui disait entendre des bruits étranges dans sa maison. Sa voix était nerveuse, un peu tremblante, mais elle essayait de se convaincre que ce n'était rien. Pendant que je lui parlais, elle avançait d'une pièce à l'autre, décrivant ce qu'elle voyait.
Puis soudain, elle s'est mise à hurler. Elle venait de voir quelqu'un chez elle. Son cri s'est brisé, remplacé par 2 sons étouffés, presque anodins. Ensuite, un bruit de gorge étranglée, un souffle qui s'éteint. Et le silence. Quand les policiers sont arrivés, ils ont fouillé la maison pièce par pièce. Ce n'est qu'après qu'on a appris la vérité. Son fils, adulte, sous l'emprise de la drogue et en pleine crise de panique, l'avait tué. J'ai repensé longtemps à ces petits claquements que j'avais entendus. Sur le moment, on aurait dit des bruits de fond, presque insignifiants. Le genre de son qu'on pourrait ignorer si l'esprit s'égare une seconde. Sur une ligne téléphonique, un coup de feu ne ressemble pas à ce qu'on imagine. C'est discret, presque doux, et c'est justement ce contraste qui donne froid. J'étais étudiant en criminologie à l'université et, pendant l'un de mes stages d'été, j'ai travaillé comme opérateur sur la ligne non urgente d'un centre du 911. J'ai été surpris par le nombre d'appels d'urgence que je recevais sur cette ligne censée être réservée aux situations non urgentes. Voici quelques exemples. Un vieil homme, furieux de voir des enfants issus de minorités jouer dans la rue devant chez lui, a menacé de sortir avec son fusil pour affronter leur mère parce que, selon lui, la police mettait trop de temps à répondre à sa plainte. Une femme a appelé pour dire qu'elle avait trouvé un homme évanoui dans son allée et voulait savoir si elle devait l'ignorer ou si nous devions envoyer une ambulance. Nous avons bien sûr envoyé une ambulance. Mais l'appel qui m'a le plus marqué venait d'une femme âgée. Elle disait que son petit-fils et son mari brûlaient des déchets dans le jardin et qu'il y avait eu une explosion. Son mari était en feu. Son petit-fils, âgé de 8 ou 9 ans, ne pouvait rien faire pour l'aider. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont dit que la peau de l'homme ressemblait à du plastique fondu et, quand ils ont essayé de le placer sur la planche de secours, sa peau s'est détachée, exposant tous ses organes. Il est mort pendant le trajet vers l'hôpital. Le petit-fils a tout vu. Mon beau-père est pompier, et il a raconté cette histoire à ma sœur et à moi il y a environ 5 ans. Depuis, elle ne m'a jamais quitté. Comme tous les pompiers, il intervient aussi sur les accidents de la route, souvent pour découper les véhicules et dégager les victimes. Ce jour-là, on l'avait appelé pour un accident entre un poids lourd et une voiture. Ce genre de collision finit rarement bien. Dans la voiture, il y avait 3 adultes et une fillette d'environ 6 ou 7 ans. Si je me souviens bien, c'était un ami de la famille qui conduisait. Les parents étaient à l'arrière, avec la petite assise entre eux, sur la banquette du milieu. La voiture est passée sous le camion. L'impact a été si violent qu'il a tué instantanément les adultes, tandis que la petite, par miracle, a été épargnée. Quand les secours sont arrivés, ils n'ont pas pu la sortir tout de suite. Elle est restée coincée pendant près de 4 heures, entourée des corps mutilés de sa famille et de leurs amis. Mon beau-père a dit qu'elle ne pleurait plus à ce moment-là, qu'elle fixait un point devant elle, sans parler, comme si tout s'était arrêté autour d'elle. Plus tard, il nous a confié que certaines images restaient gravées, même après des années de service. Il nous a dit qu'à force, on finit par se détacher un peu, parce qu'il le faut pour continuer. Je ne suis pas opératrice du 911, mais l'une de mes clientes l'est, je suis massothérapeute. Un jour, elle est venue me voir et semblait très déprimée et en colère. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et elle m'a dit que parfois, elle aimerait pouvoir passer à travers le téléphone pour étrangler certains appelants. Puis elle m'a expliqué pourquoi. Elle m'a raconté qu'une femme avait appelé le 911 en disant que son bébé respirait à peine et devenait bleu. La femme semblait ennuyée, désintéressée. Mon ami lui a dit qu'elle pouvait lui expliquer comment pratiquer la réanimation sur le bébé, afin d'essayer de le sauver avant l'arrivée de l'ambulance. La femme a répondu qu'elle ne voulait pas faire le massage cardiaque. Ma cliente n'a cessé de lui répéter « Je peux vous aider à sauver la vie de votre bébé, s'il vous plaît, écoutez-moi, allez voir le bébé et suivez mes instructions. » Mais la femme refusait catégoriquement de retourner auprès de l'enfant pour le faire. Mon ami est donc resté au téléphone avec elle en attendant les secours.
La femme a ensuite dit qu'elle était retournée voir le bébé et pensait qu'il ne respirait plus du tout, toujours avec le même ton indifférent, ou alors elle semblait complètement droguée. Mon amie a expliqué qu'elle avait ensuite signalé l'incident à son supérieur, puis qu'elle avait dû sortir prendre l'air pour pleurer. Elle n'arrivait pas à croire qu'une mère puisse ne même pas tenter de sauver son enfant, ni qu'elle puisse paraître aussi peu concernée par la mort de son bébé dans la pièce d'un accent grave côté. Elle m'a dit que, parfois, elle souhaiterait pouvoir passer à travers le téléphone pour secouer un peu ces gens, ou au moins leur crier dessus quand ils refusent d'aider. C'est étrange, mais les appels les plus spectaculaires ne sont pas forcément ceux qui marquent le plus. Les moments où quelqu'un se fait tabasser pendant qu'il parle, les coups de feu qu'on entend au bout du fil, les aveux d'un meurtre à peine commis, ou même les gens qui mettent fin à leur jour pendant l'appel, tout ça, avec le temps, on apprend à le supporter. C'est brutal, mais c'est comme si le cerveau se mettait sur pilote automatique. Ce qui me touche, c'est tout autre chose. C'est la voix tremblante d'une personne âgée, seule et perdue. Ces appels-là, je les sens dans la gorge, comme un poids qu'on n'arrive pas à avaler. Quand la fragilité s'entend dans chaque mot, quand on perçoit la peur, la confusion, la solitude, c'est là que ça devient difficile. Et quand ce genre d'appel se mélange à quelque chose de grave, un accident, une agression, une maison en feu, alors la soirée devient longue, vraiment longue. On dit souvent qu'on finit par s'endurcir dans ce métier, mais la vérité, c'est que chacun a ses points faibles. C'est une question difficile. Je dirais que l'appel qui m'a le plus marqué pendant ma formation était celui d'une femme qui avait retrouvé sa fille de 12 ans inconsciente sur un quad. Sur ce modèle, le bouchon d'essence se trouvait à l'avant, en haut. Sa fille était montée sur le quad, avait retiré le bouchon et avait inhalé les vapeurs d'essence jusqu'à perdre connaissance. Nous avons dû guider la mère pour qu'elle fasse un massage cardiaque, mais comme dans bien des cas, elle a fini par se rendre compte que sa fille respirait encore. La panique rend souvent impossible le fait de vérifier calmement le pouls ou la respiration. Ce qui me revient surtout en tête, c'est une nuit en 2011. De violentes tornades avaient frappé Chattanooga. Pendant le quart de nuit, alors que tout se déchaînait, nos lignes étaient complètement saturées. Nous ne pouvions plus passer d'appels. Les gens nous suppliaient de contacter leurs proches, mais c'était impossible. Nous ne pouvions envoyer de l'aide que pour les urgences vitales. Un moment particulièrement marquant, c'est quand un répartiteur des pompiers a appelé un superviseur et lui a demandé, ils n'arrêtent pas de donner leur position à la radio. Les pompiers, les policiers, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Le superviseur a répondu, ils te disent où chercher leur corps si une tornade les tue. La communauté des secours d'urgence est très soudée, pas seulement parce que nous travaillons ensemble, mais parce que, concrètement, nous dépendons les uns des autres pour sauver des vies et rester en sécurité. Une adresse mal notée, un message oublié, un moment d'inattention, un mot de trop, et quelqu'un peut mourir. Et toi, tu ne peux que rester là, à écouter. Si tu veux un jour savoir ce que signifie l'impuissance, assieds-toi derrière un téléphone et écoute quelqu'un pleurer et te supplier de l'aider. Tu peux envoyer de l'aide, mais tu n'es jamais celui qui les sort du feu. Tu n'attrapes jamais le criminel. Et chaque policier à la radio compte sur toi pour veiller sur lui et sur ses collègues. J'ai quitté ce métier parce que je n'en pouvais plus. L'épisode des tornades de 2011 y est pour beaucoup. C'est une chose terrible que d'entendre des gens appeler à l'aide et de ne rien pouvoir faire. Ma mère travaillait comme opératrice du 911 au début des années 90, dans l'État de Washington. J'avais environ 5 ans à l'époque. Des années plus tard, je lui ai demandé si certaines histoires lui restaient encore en tête. Elle m'en a raconté une, celle qu'elle n'a jamais pu oublier. C'était un soir d'Halloween. Il devait être 10 ou 11 heures quand un appel est arrivé. 2 hommes circulaient en camionnette et traînaient derrière eux ce que les témoins prenaient pour un mannequin. La chose rebondissait sur la route, et des morceaux semblaient s'en détacher. Des gens disaient que c'était des bouts de plastique, d'autres pensaient que c'était des vêtements déchirés. En cette nuit d'Halloween,
tout le monde croyait à une mauvaise farce. Ma mère a tout de même envoyé une patrouille vérifier. Pendant ce temps, d'autres appels arrivaient, de plus en plus nombreux, tous décrivant la même scène. Les policiers ont fini par retrouver le véhicule. Quand ils l'ont arrêté, la vérité s'est révélée bien pire que ce que quiconque imaginait. Ce n'était pas un mannequin. C'était un homme. Les deux conducteurs étaient sortis d'un magasin plus tôt dans la soirée et, en manœuvrant, ils avaient percuté un vieil homme. Ses vêtements s'étaient pris dans le pare-chocs arrière, et son corps avait été traîné sur plusieurs kilomètres à travers la ville. Ils n'avaient rien remarqué, pas un bruit, pas un choc qui les aurait alertés. Les morceaux de tissu éparpillés sur la chaussée n'étaient pas que des vêtements. C'étaient des fragments de sa chair, dispersés au hasard des rues. Ma mère m'a dit qu'en voyant le rapport, elle avait senti un vide dans la poitrine, une forme de stupeur qu'aucun mot ne pouvait vraiment décrire. Même après toutes ces années, rien que d'en parler, elle en frissonnait encore. Ce premier moment où quelqu'un a crié « Une voiture vient de s'écraser contre l'hôpital » a été absolument terrifiant, parce que bon sang, le potentiel de blessés dans une telle situation est énorme. La bonne nouvelle, c'est que même si le conducteur a été blessé, il n'a percuté personne à l'intérieur du bâtiment et il a été la seule victime. Sinon, l'appel le plus effrayant que j'ai jamais reçu était un transfert. Un centre de soins d'urgence avait besoin d'une ambulance pour transporter à l'hôpital pour enfants un bébé d'1 an souffrant de problèmes cardiaques. J'ai demandé le nom de famille du patient. C'était le même qu'un ami à moi. J'ai ensuite demandé le prénom. C'était celui de l'enfant de mon ami. Oh non. J'ai continué l'appel, en gardant ma voix la plus professionnelle possible, tout en essayant, sans succès, de retenir mes larmes. J'ai regardé la liste des ambulances disponibles et j'ai vu que la plus proche était composée d'un nouveau ambulancier et d'un autre connu pour être particulièrement mauvais. Mon collègue, l'autre répartiteur, m'a vu pleurer et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai expliqué que je venais de recevoir un transfert concernant l'enfant d'un ami et que je ne voulais surtout pas que ce soit le mauvais ambulancier qui s'en charge. Il a aussitôt contacté l'équipage, a parlé au nouvel ambulancier et lui a dit de faire tout ce qu'il fallait pour s'occuper de ce patient. Il a accepté. Quand l'équipe est revenue à la station, ils ont raconté l'intervention, sans savoir que je connaissais la patiente et sa mère. L'enfant a fait un arrêt cardiaque dès qu'elle est arrivée aux portes de l'hôpital. Elle a été réanimée, et le nouvel ambulancier a participé activement à la manœuvre. Aujourd'hui, cette petite fille est une enfant heureuse et en parfaite santé de 9 ans. C'est une histoire que mon frère m'a racontée, à l'époque où il travaillait comme ambulancier. Une vieille dame avait appelé les secours pour signaler la disparition de son mari. Elle ne l'avait pas vu depuis 2 jours et commençait à s'inquiéter sérieusement. Les policiers avaient fouillé tout le quartier, interrogé les voisins, inspecté chaque maison voisine. Rien. L'homme semblait s'être volatilisé. Le couple vivait dans une rangée de petites maisons racolées, au centre d'une rue tranquille. Tout le monde se connaissait là-bas, et l'affaire avait vite fait le tour du quartier. Les jours ont passé, sans nouvelles. Puis, environ une semaine plus tard, les voisins ont téléphoné à leur tour. Ils disaient qu'une odeur étrange s'échappait de la maison de la vieille dame, une odeur qui s'intensifiait jour après jour. C'est à ce moment-là que mon frère a été appelé. Quand il est arrivé, la vieille femme venait de s'évanouir en voyant la police fouiller de nouveau sa maison. Elle s'était blessée en tombant, mais elle respirait encore. Pendant ce temps, les agents suivaient la trace de cette odeur, qui semblait venir du plafond. Ils ont tiré sur la corde du grenier, celle qui pendait du plafond du couloir, et au moment où la trappe s'est ouverte, un corps est tombé au sol. C'était celui du mari. Il avait voulu ranger quelques souvenirs dans le grenier, des boîtes pleines de vieilles photos et de lettres. Sa femme, ne se doutant de rien, avait refermé la trappe après lui, pensant sans doute qu'il était encore en bas. Personne ne l'avait entendu appeler, et dans cette petite maison bien isolée, il avait fini par s'éteindre là-haut, seul. Mon frère m'a dit que le silence qui a suivi ce moment était presque irréel. Personne ne parlait,
pas même les policiers. Il y avait juste cette vieille femme, allongée sur le sol, inconsciente, et le corps de l'homme qu'elle avait cherché partout sans savoir qu'ils n'avaient jamais quitté leur maison. J'ai travaillé de nuit pendant 10 mois dans le service des opérateurs de BT, la British Telecom. J'étais l'employé qui répondait aux appels pour demander quel service l'appelant souhaitait joindre, puis qui transmettait les informations au service local correspondant. Nous étions un centre ouvert 24 heures sur 24, recevant des appels de tout le Royaume-Uni, y compris d'Irlande. Plusieurs appels me reviennent en mémoire, mais l'un d'eux m'a particulièrement marqué. C'était celui d'une mère qui avait trouvé sa fille morte dans son lit, entourée de pilules. J'étais absolument certain qu'elle était décédée. Les règles stipulent qu'il faut rester en ligne dans les cas de détresse extrême, ou lorsque l'appelant est très jeune ou très âgé, afin d'aider l'autre opérateur si la personne n'arrive plus à parler ou à donner des détails. J'ai donc dû rester à l'écoute pendant que cette mère bouleversée tentait désespérément de ranimer un corps déjà froid et sans vie depuis probablement plusieurs heures. Un autre appel, différent mais tout aussi triste, venait d'une vieille dame qui demandait la police en disant qu'elle avait été kidnappée et retenue contre son gré dans un endroit inconnu. En vérifiant le numéro, j'ai vu qu'il provenait d'une maison de retraite. Une infirmière a fini par prendre la ligne, s'excusant et expliquant que la femme souffrait de démence et oubliait sans cesse qu'elle avait quitté sa maison depuis des années. Malgré cela, j'ai dû tout de même prévenir la police, car si un appelant demande expressément à être mis en relation avec eux, nous sommes légalement obligés de les connecter ou de leur transmettre toutes les informations disponibles. Et puis il y a eu cette veille de Noël, sans doute la pire. Soit une panne technique majeure s'était produite, soit la planification du personnel avait été complètement ratée à Londres, mais les appels d'urgence restaient sans réponse dans une partie de la ville. Le plus long que j'ai eu à maintenir un appelant en ligne a duré 45 minutes avant qu'une ambulance ne décroche. La procédure habituelle consistait à essayer successivement 3 numéros pour ce service et ceux des zones voisines, puis à prévenir un superviseur qui devait appeler une ligne d'urgence pour forcer la prise en charge de l'appel. J'en frémis encore en pensant au nombre de personnes qui ont dû souffrir cette nuit-là faute d'avoir pu obtenir une aide vitale à temps. L'appel le plus terrifiant que j'ai jamais reçu a commencé par des cris. Rien d'autre. Pas de mots, pas de respiration entre deux phrases, juste des hurlements bruts, désespérés. J'ai essayé plusieurs fois d'obtenir une adresse, de comprendre où elle se trouvait, mais elle ne pouvait rien dire. Finalement, j'ai laissé tomber les questions et je me suis fié à la localisation du téléphone. Par chance, le signal cellulaire donnait une zone très précise, assez pour que je puisse lancer l'intervention tout de suite. Je savais que chaque seconde comptait, alors j'ai ouvert le dossier d'appel et fait partir la patrouille sans attendre. En fouillant dans les anciens rapports, j'ai vu qu'elle avait déjà contacté les services d'urgence auparavant. Son numéro correspondait à une adresse que je connaissais vaguement. Elle tombait pile dans le périmètre du signal. Quand les policiers sont arrivés, ils ont découvert ce qui s'était passé. Son compagnon l'avait agressée, lui portant plusieurs coups de couteau à la tête et au visage. Elle n'avait pas pu articuler un mot, seulement crier. Ces hurlements que j'entendais, c'était tout ce qu'elle avait pu faire pour rester vivante. Elle a survécu. L'homme a été arrêté et inculpé pour tentative de meurtre. Mais pendant longtemps après, chaque fois que le téléphone sonnait et qu'un cri résonnait dans mon casque, j'avais ce réflexe de retenir ma respiration. Parce que parfois, il n'y a rien de plus terrifiant que le son d'une voix qui se bat encore pour exister. Je travaille comme opérateur et répartiteur du 911 en Floride. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'une femme qui semblait très effrayée. Elle chuchotait au téléphone et m'a dit que quelqu'un était en train de s'introduire chez elle. Ce n'était pas la première fois que je recevais ce genre d'appel, mais la plupart du temps, il s'agissait d'un ami ou d'un proche venu à l'improviste, ou d'un appelant en détresse psychologique persuadé qu'une plante derrière un rideau était un cambrioleur. Oui, c'est déjà arrivé. J'ai donc commencé à recueillir les informations, sans être encore convaincu qu'il s'agissait d'un véritable cambriolage. Au bout d'une minute,
la femme m'a dit qu'elle entendait un coup de feu. Je n'ai rien entendu de mon côté, mais j'ai noté à l'écran que, selon la plante, des tirs avaient été signalés. Puis soudain, un bruit a retenti tout près du téléphone, comme venant de la pièce d'à accent grave côté. Des coups de feu, sans aucun doute. À ce moment-là, j'ai compris que la situation était bien réelle. C'était soit une intrusion armée, soit quelqu'un qui se défendait avec une arme. J'ai rapidement transféré l'appel au bureau du shérif pour qu'il prenne la relève de l'interrogatoire. Quelques heures plus tard, un hôpital du comté voisin nous a appelés pour savoir si nous recherchions une victime par balle. Ils avaient reçu quelqu'un en voiture, sans explication claire sur ce qui s'était passé, et il s'est avéré que c'était l'un des cambrioleurs. En réalité, un membre de la famille de mon appelante était tombé sur les cambrioleurs à l'intérieur de la maison et avait ouvert le feu, touchant l'un d'eux avant qu'ils ne prennent la fuite. Il y a plusieurs sortes de peurs dans ce métier. La vraie, celle qu'on ressent jusque dans le ventre. Celle qui n'est qu'imaginaire, mais qui glace tout de même pendant un instant. Et puis celle qu'on rencontre à cause de la bêtise humaine, celle qui fait lever les yeux au ciel plus qu'autre chose. La vraie peur, c'était cette fille qui appelait depuis le bord de la route, près d'un casino. Elle était dans une voiture avec un garçon, probablement un flirt de passage. Un homme vêtu tout en noir s'est approché et a frappé doucement contre la vitre avec la crosse de son arme. Il a exigé qu'on lui donne tout. La fille a eu le réflexe d'appeler discrètement le 911, le téléphone dissimulé contre sa cuisse. Je venais à peine de commencer à lui demander où elle se trouvait quand un coup de feu a claqué. L'homme avait tiré dans la tête du conducteur avant même qu'il ait le temps de parler. La ligne est restée ouverte quelques secondes, sans un son, juste le vent et le bruit lointain des voitures. La peur qui n'en était pas vraiment une, c'était une adolescente seule à la maison. Son chien s'était mis à aboyer, puis elle avait entendu des portes claquer. Elle s'était réfugiée sous son lit, téléphone à la main, en chuchotant chaque réponse. Elle entendait encore des grincements, des portes qu'on ouvrait et refermait. Les policiers sont arrivés, ont fait le tour de la maison. Rien. Pas de traces d'intrusion. Ce soir-là, il y avait simplement beaucoup de vent. Le chien avait aboyé contre le vide. Et puis il y a la troisième catégorie, celle des appels qu'on finit par raconter entre collègues, en secouant la tête. Les situations absurdes, les décisions insensées, les gens qui se mettent eux-mêmes en danger pour des raisons qu'on ne comprendra jamais. Il y en a trop pour les compter. Ces appels-là ne font pas peur. Ils épuisent. Parce qu'ils rappellent qu'on passe une bonne partie de ces nuits à sauver des gens de leur propre imprudence. J'ai reçu de nombreux appels effrayants, stressants ou troublants, comme n'importe qui d'autre dans ce métier. Je viens de voir mon colocataire se tirer une balle dans la tête et il respire encore. Le colocataire a survécu assez longtemps pour être transporté à l'hôpital, mais il est mort peu après. Mon mari a un trouble de stress post-traumatique et il a une arme. J'ai réussi à faire sortir la femme et l'enfant de la maison en sécurité, mais le mari est décédé. Ou encore cet appel d'une personne ne parlant pas anglais dont le bébé s'étouffait, le temps d'attente pour obtenir un interprète peut sembler interminable. Et puis il y a ces appels où l'on entend des coups de feu en arrière-plan. La liste est longue. Mais la majorité des appels que nous traitons sont routiniers, même lorsqu'il s'agit d'urgence. Nous avons littéralement la cavalerie à portée de main et, dans la plupart des cas, la capacité d'envoyer la bonne aide, au bon endroit, dans les meilleurs délais. Cela signifie que le père victime d'une crise cardiaque, la mère blessée dans un accident de voiture ou les voisins ivres qui se battent ne laissent souvent même pas de traces émotionnelles. Je ne dis pas cela pour minimiser la gravité de leur situation, mais pour expliquer comment nous pouvons être constamment exposés sans pour autant être submergés. En réalité, les appels qui me hantent le plus sont souvent ceux où un détail inattendu ou déchirant surgit au milieu d'une situation banale. Ce garçon de 8 ans, l'âge de mon plus jeune, appelant pour signaler une dispute entre sa mère et son père, me disant que sa mère est accro au crack. Cet homme sur son terrain de vente d'arbres de Noël, braqué par un voleur armé, m'expliquant que le voleur n'arrêtait pas de s'excuser pendant toute la scène. Ou encore cette vieille dame,
lors d'un appel médical de routine, me confiant qu'elle aimerait que les gens qui peuvent encore marcher sortent plus souvent, qu'elle donnerait tout pour pouvoir à nouveau faire une promenade. Ce sont ces appels-là que je ramène chez moi, tout autant que ceux des grandes crises. Certains jours, c'est le meilleur et le pire de l'humanité, et le reste du temps, c'est simplement la vie, avec toute sa lourdeur tranquille. Ce n'était pas moi qui avais pris l'appel cette fois-là, mais une autre opératrice, assise à quelques mètres de moi dans la salle. Je me souviens encore du silence qui s'était installé quand elle a décroché, puis du ton qu'elle a pris, calme, presque maternel. Au bout du fil, c'était un petit garçon de 7 ans. Sa voix tremblait, il cherchait ses mots, mais il arrivait à expliquer ce qui se passait. Sa mère était attachée avec du ruban adhésif dans le salon, incapable de parler. Un cambrioleur fouillait la maison à l'étage. L'homme n'avait pas pris la peine de s'occuper de l'enfant, pensant sans doute qu'il resterait paralysé de peur. Mais le petit avait eu le courage d'appeler. L'opératrice essayait de le garder concentré, lui demandait de parler tout doucement, de lui décrire ce qu'il voyait sans quitter sa cachette. On entendait parfois le bruit de pas au-dessus, des tiroirs qu'on ouvrait, des objets qu'on jetait à terre. Le gamin restait en ligne, obéissant, pendant qu'on faisait partir les patrouilles. 15 minutes. 15 longues minutes avant que les policiers arrivent. Quand tout s'est terminé, la mère et l'enfant étaient sains et saufs. Le cambrioleur avait déjà pris la fuite. En général, ces types n'ont besoin que d'une douzaine de minutes pour faire leur sale boulot. On n'a jamais su s'il a été arrêté plus tard. On ne reçoit presque jamais de nouvelles des suites d'une affaire. L'opératrice, elle, a eu du mal à s'en remettre. Elle avait tenu bon pendant tout l'appel, mais quand elle a raccroché, ses mains tremblaient encore. Dans ce métier, on apprend à garder son sang-froid, mais parfois, certaines voix restent en nous. J'ai une fois reçu un appel d'une victime d'enlèvement qui avait sauté d'une voiture en marche dans un parc de bureaux. Elle n'avait aucune idée d'où elle se trouvait et je ne pouvais pas obtenir une localisation précise sur son téléphone portable. C'était en 2004 et je n'avais accès qu'à l'emplacement de l'antenne relais la plus proche. D'habitude, dans ce genre de situation, je demandais à l'appelant de regarder dans les boîtes aux lettres pour trouver une enveloppe avec une adresse, mais ici il s'agissait d'un parc de bureaux avec des fentes à courrier inaccessibles. Elle courait littéralement pour sauver sa vie pendant que je lui parlais. Elle se cachait derrière des bennes à ordures et des buissons tandis que ses ravisseurs parcouraient le parc à sa recherche. La terreur dans sa voix était déchirante. Elle avait déjà été battue et craignait que, s'il la retrouvait, il la tue. Après environ 5 minutes de cet appel terrifiant, elle a enfin réussi à trouver une vitrine avec le nom d'une entreprise. J'ai cherché frénétiquement l'adresse de cette société et le répartiteur radio a immédiatement communiqué la localisation. Au moins une douzaine d'agents ont été dépêchés sur place. Ils ont rapidement retrouvé le véhicule suspect et une courte poursuite à pied s'est engagée. Le maître-chien a mis fin à cette course en un rien de temps. Le premier agent arrivé auprès de la victime a demandé la présence d'un intervenant spécialisé pour l'assister, vu son état. Après cet appel, j'ai dû prendre quelques minutes pour reprendre mes esprits. New York, 1979. J'étais de service ce soir-là quand un petit garçon, la voix tremblante et pleine de larmes, m'a appelé. Il disait que ses parents se disputaient et que son père menaçait de jeter sa mère par la fenêtre. Derrière lui, j'entendais un vacarme insupportable. Des cris de femmes, des objets qui se brisent, un homme qui hurle. Le gamin pleurait sans parvenir à me dire où il habitait. À cette époque, on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Pas d'identification automatique des appels. Pour retrouver une adresse, on devait consulter des annuaires inversés, et une localisation de ligne pouvait durer une éternité. Pendant que j'essayais de lui faire dire un indice, n'importe quoi, un nom de rue, une enseigne visible, un son reconnaissable, j'ai entendu un cri déchirant, suivi du fracas d'une vitre qui éclate. Le silence qui a suivi a été plus violent encore. Quelques secondes plus tard,
mes collègues autour de moi ont commencé à recevoir des appels d'habitants d'un immeuble voisin. Une femme venait de tomber dans la cour intérieure, depuis une fenêtre des étages supérieurs. J'ai compris tout de suite que c'était elle. Le pire, c'est de savoir que d'autres personnes, dans cet immeuble, avaient sûrement entendu la dispute, les cris, les coups, et que personne n'a appelé avant que tout soit fini. Le gamin n'a jamais raccroché. On entendait seulement sa respiration saccadée, puis le silence, et enfin les sirènes au loin. Travailler au 911 à New York dans les années 70 et 80, c'était comme être au centre d'un tourbillon permanent. Le crime était partout, la ville étouffait, et nos outils étaient dérisoires. On faisait ce qu'on pouvait avec des lignes qui grésillaient et des dossiers empilés sur des bureaux bancals. Cette nuit-là, pourtant, tout ce que je me suis dit, c'est qu'un petit garçon venait de perdre bien plus qu'une mère. Ce fut sans doute l'un des appels les plus effrayants que j'ai jamais reçus, surtout parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était il y a un peu plus de 3 ans. Une femme avait appelé le 911, mais personne ne parlait. Selon la procédure de l'époque, si la ligne restait ouverte sans qu'aucun son suspect ne soit entendu, je pouvais raccrocher après une minute d'écoute, puis rappeler ou laisser un message vocal. Cela faisait un peu plus d'une minute, et je croyais entendre des voix, peut-être une dispute, ou simplement la télévision en arrière-plan. Alors j'ai continué à écouter. Au bout d'un moment, une femme âgée a commencé à chuchoter, elle disait que son ex l'avait retrouvée et qu'il menaçait tout le monde dans la maison. La maison était isolée, perdue au milieu de nulle part, donc il fallait du temps pour que les adjoints du shérif arrivent. Pendant tout ce temps, elle m'expliquait leur passé violent, le nombre d'armes qu'ils possédaient, et quelles armes se trouvaient dans ces véhicules. Quand les adjoints sont enfin arrivés, ils se sont garés au bout d'une très longue allée et ont commencé à s'approcher à pied. La femme, elle, s'était cachée dans une remise à part, tandis que son ex, à l'intérieur de la maison, hurlait qu'il allait les tuer s'il ne lui disait pas où elle se trouvait. Elle continuait de jeter des coups d'œil dehors, sans apercevoir les policiers, puis tout à coup, elle a poussé un cri glaçant et a dit que quelqu'un tirait. Et là, j'ai passé 45 longues minutes à écouter un téléphone tomber au sol, sans aucun son clair, pendant que les adjoints essayaient de communiquer malgré une couverture radio quasi inexistante. Finalement, un hélicoptère a survolé la zone, et tout ce que j'entendais à travers le combiné, c'était les haut-parleurs de la police qui donnaient des instructions. Ils ont réussi à faire sortir tout le monde de la maison, menottes au poignet, puis ont fouillé les lieux et mené leur enquête. Personne n'avait tiré, ni été blessé. La femme avait seulement entendu un bruit très fort, sans rapport avec la situation. Mais l'attente, le silence, l'incertitude pendant tout ce temps, c'est ce qui m'a le plus marqué. L'ex a finalement été arrêté et inculpé pour de nombreux chefs d'accusation. L'appel qui m'a le plus marqué venait d'un homme paralysé des jambes. Il avait composé le numéro d'urgence pour dire qu'il était en train d'essayer de s'amputer lui-même les cuisses, avec une simple scie à métaux et un couteau de bricolage. Sa voix était étonnamment calme, presque détachée, comme s'il lisait une liste de courses. Il avait étalé des journaux sur le sol pour éviter de salir la moquette, pensant à l'ordre et à la propreté au milieu de quelque chose d'aussi insensé. J'essayais de le faire parler, de le garder conscient, de lui faire lâcher ses outils, mais il répondait avec une précision glaciale, expliquant ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, comme si c'était une tâche nécessaire. On a envoyé une équipe sur place aussi vite que possible. Pendant qu'il forçait la porte, je continuais à lui parler, cherchant la moindre trace d'hésitation dans sa voix. Il a simplement dit qu'il en avait assez de se sentir inutile, qu'il voulait régler le problème. Quand les secours sont entrés, il a juste demandé s'il pouvait finir ce qu'il avait commencé. Je n'ai jamais revu cet homme, mais je me souviens encore du bruit du papier froissé sous lui, du ton tranquille qu'il avait. Il y a des appels qui s'effacent avec le temps, et d'autres qui restent là, quelque part entre les mots, trop lucides pour être oubliés. J'ai déjà raconté cette histoire quand on m'a demandé quel était l'appel le plus important de toute ma carrière, alors la voici.
Je suis opérateur de police au 911. L'appel le plus marquant que j'ai jamais reçu remonte à environ 16 ans, au tout début de ma carrière. J'avais 21 ans, à peine 2 mois d'expérience, complètement novice et encore en train de m'habituer à ce métier fou. J'ai reçu l'appel d'un homme qui avait fait un tonneau sur l'autoroute et qui était coincé dans sa voiture. Ce genre de situation n'était pas si rare, surtout dans les zones rurales, la nuit, quand les gens conduisent fatigués. La plupart du temps, les conducteurs paniquent, crient, et je dois à la fois obtenir leur localisation, envoyer la police, les pompiers et une ambulance, tout en les gardant éveillés et calmes pour qu'ils ne perdent pas connaissance. Le conducteur, que j'appellerai Zach, avait à peu près mon âge, dans la vingtaine. Il était étonnamment calme, coopératif, et même un peu blagueur. Il était suspendu la tête en bas, la voiture renversée sur le côté, avec une jambe blessée. Tout allait plutôt bien, les secours étaient à une dizaine de minutes, et nous parlions tranquillement, presque en riant de cette situation absurde. Je savais qu'il bloquait la route avec son véhicule et j'espérais qu'un automobiliste de passage s'arrêterait pour lui venir en aide. Malheureusement, il se trouvait sur un virage sans visibilité. Une voiture est arrivée à toute vitesse et a percuté son véhicule renversé alors qu'il me parlait encore. Il y a eu des cris, des hurlements. J'ai compris tout de suite qu'il était gravement blessé, mais j'ai essayé de le garder conscient, de le faire parler. Il ne faisait plus que tousser et gémir. Puis, le pire est arrivé. Les 10 conditions nécessaires pour qu'une voiture prenne feu se sont réunies. De la fumée et des flammes ont commencé à envahir l'habitacle. Zach s'est mis à hurler « Feu ! Je brûle !» Et moi, j'ai dû écouter, impuissant, pendant que ce jeune homme mourait brûlé vif. Je pense à cet appel chaque jour en arrivant au travail. J'ai formé plusieurs nouveaux opérateurs depuis, et j'ai toujours raconté cette histoire à chacun d'eux. Je dis toujours que c'est l'appel le plus important que j'ai jamais eu, car rien, absolument rien, ne pourra jamais être pire que ça. C'est ce qui m'a permis de supporter tout le reste, les centaines d'agressions sexuelles, les violences domestiques, les fusillades, les poursuites, les prises d'otages. Après cet appel, tout le reste paraît plus facile. Je travaille réellement dans un centre d'appel d'urgence. Parmi tous les appels que j'ai reçus, il y en a un que je n'oublierai jamais. Une mère paniquée a appelé parce que ses 2 petites filles jumelles, encore toutes jeunes, ne respiraient plus. Elle pleurait, hurlait parfois, incapable de comprendre ce qui se passait. Je suis resté en ligne avec elle jusqu'à l'arrivée des secours, essayant de lui parler calmement, de lui donner des instructions, mais il n'y avait presque rien à faire. Ce n'est qu'après coup que j'ai appris toute l'histoire, ce qui est rare pour nous. La famille s'était couchée tard dans la nuit. Quelques heures plus tard, les jumelles s'étaient réveillées et avaient quitté leur lit. Leur grande sœur, âgée d'à accent grave peine 8 ans, les avait emmenées dans le sien et les avait recouvertes d'une couverture épaisse, pensant bien faire. Les 2 petites se sont étouffées dans leur sommeil, sans qu'elles s'en rendent compte. Le détail qui m'a le plus marqué, c'est ce que la mère a fait avant que les secours arrivent. Elle avait changé leurs vêtements, les avait coiffées et avait étalé de l'huile pour bébé sur leur peau pour qu'elles paraissent encore vivantes. Quand les paramédics sont entrés, tout était silencieux, les fillettes posées côte à côte comme si elles dormaient paisiblement. Aucune poursuite n'a été engagée. Officiellement, c'était un accident tragique. Mais pour moi, chaque fois que je repense à cette nuit, je revois la mère, seule, assise à côté d'elle, refusant d'admettre que c'était fini. Certaines histoires ne quittent jamais vraiment le casque. J'étais opérateur du 911 dans ma toute petite ville natale. Ma toute première nuit seule, sans la supervision de mon responsable, j'ai reçu un appel signalant un grave accident, un peu en dehors de ma juridiction. Plusieurs jeunes hommes y étaient impliqués, dont certains étaient mes amis d'enfance. Je venais tout juste d'être diplômé du lycée. Je savais qu'il y avait eu un décès, mais j'ignorais qui c'était, et les hypothèses que je faisais dans ma tête pendant que j'attendais d'en savoir plus me terrifiaient. Mon travail consistait à contacter la famille de l'un des garçons impliqués pour leur dire dans quel hôpital il avait été emmené. Je le connaissais personnellement,
et je devais appeler sa mère pour lui dire qu'il avait eu un grave accident, sans pouvoir révéler qui j'étais. Plus tard, elle m'a rappelé depuis l'hôpital, paniquée, car elle ne parvenait pas à retrouver son fils. Nous avons échangé plusieurs fois, essayant de comprendre où se situait le problème dans les informations transmises. Finalement, j'ai appris qu'il ne pouvait pas le trouver parce qu'il était à la morgue. C'était lui, la victime. Je me suis senti stupide d'avoir dit à sa mère de se rendre à l'hôpital, mais c'était la procédure, et c'était tout ce que je savais à ce moment-là. J'ai ensuite commis l'erreur de demander au secours sur place des détails sur ce qui s'était passé. Mon ami était resté coincé dans le véhicule, alors que le conducteur avait réussi à sortir. Le feu s'était propagé dans la voiture, et il n'avait pas pu le dégager. Les secouristes ont tiré sur son bras, essayant désespérément de le libérer, mais la chaleur était telle que sa peau se détachait. Il est mort en criant, vivant, brûlé vif. La pire des morts, et mes collègues ont dû assister impuissants à la scène. Ces images se sont gravées dans ma mémoire pour toujours. Je suis allé à ses funérailles, incapable de dire un mot sur ce que je savais réellement de l'accident. Les gens disaient des choses comme « il est parti paisiblement, sur le coup ». Ce n'était pas vrai, mais c'était une pensée réconfortante, et jamais je n'aurais osé la contredire. J'étais probablement la seule personne présente à connaître la vérité, et c'était à la fois un fardeau et une forme de solitude. J'ai été hanté pendant un certain temps. Je n'avais rien fait de mal, mais quelqu'un que je connaissais et que j'aimais était mort de façon atroce, et je ne pouvais en parler à personne qui le connaissait. Ma famille et mes amis, curieux, essayaient d'obtenir des détails, comme cela arrive souvent dans les petites villes, mais je partageais le moins possible, ce qui était la bonne chose à faire, même si c'était très difficile à supporter. Je m'étais dit que jamais je ne recevrais un appel pire que celui-là, et en 6 ans de service, c'était vrai. Ma première nuit a été la pire. J'ai reçu un appel d'une femme terrifiée qui s'était réfugiée dans le placard de sa chambre. Sa voix tremblait pendant qu'elle m'expliquait que son ex-compagnon essayait d'entrer chez elle. Elle a précisé qu'il avait déjà été violent, qu'elle savait de quoi il était capable. J'ai pris toutes les informations nécessaires et je lui ai dit de rester caché, de ne surtout pas raccrocher, que les secours arrivaient. Pendant que les agents étaient en route, j'ai entendu le bruit d'une vitre qui cède, puis des pas précipités, et enfin un vacarme de coups. Elle criait, lui hurlait quelque chose d'incompréhensible. C'était le genre de moment où chaque seconde paraît durer une éternité. Puis, au loin, les sirènes ont commencé à se rapprocher. Lui aussi les a entendues et il a pris la fuite. Grâce à la ligne restée ouverte, j'ai pu indiquer aux policiers le moment exact où il quittait l'appartement. Ils l'ont intercepté à quelques rues de là. Quand tout est redevenu calme, j'ai entendu la femme sangloter. Elle ne m'entendait plus, la distance ou peut-être le choc l'empêchait de répondre. Je suis resté quelques minutes à l'écouter pleurer sans pouvoir dire un mot qui aurait pu l'aider. Quand je vivais encore dans ma ville natale, je faisais du bénévolat au service des urgences. C'était une toute petite ville, il n'y avait pas de personnel à plein temps, alors les habitants recevaient une formation adaptée et offraient de leur temps pour aider. 2 incidents me sont restés gravés en mémoire. Le premier, c'était un jour où je préparais un cours de réanimation cardio-respiratoire pour des adolescents. La caserne était silencieuse pendant que je travaillais, jusqu'à ce que presque toutes les alarmes se déclenchent en même temps. Incendie, secours médicaux, et j'entendais aussi l'alarme de la Gendarmerie royale du Canada de l'autre côté de la rue. La radio s'est mise à grésiller et j'ai entendu un appel Delta pour une maison toute proche, Delta étant le 2e niveau d'urgence le plus élevé. Je connaissais la famille, des gens très gentils. La mère préparait le dîner au sous-sol, et son fils se préparait pour aller au scout. Il a trébuché et s'est accidentellement pendu avec son foulard. Elle ne l'a découvert que trop tard. Je me souviens être resté figé devant la radio, horrifié, en entendant ces cris en arrière-plan d'un message radio, pendant qu'un collègue annonçait qu'il transportait un patient en urgence vers la grande ville. Mon père faisait partie à la fois des pompiers et des services médicaux, et il était sur les lieux. Il m'a dit que,
Tout le long de l'intervention, il ne pouvait penser qu'à une seule chose, on a laissé des traces de boue sur leur beau tapis propre. Il a appelé ma mère en pleurant, la suppliant d'y aller au plus vite pour passer l'aspirateur avant que la famille ne rentre. Le second incident était moins tragique, mais tout aussi angoissant. Un jour, alors que je rentrais de l'école, la radio s'est allumée. J'ai entendu ces mots, « Nous avons un appel de niveau écho, préparez-vous à une éventuelle évacuation du côté ouest. » C'était en novembre, et d'ordinaire, à cette période, tout serait recouvert d'une épaisse couche de neige. Mais cette année-là, il n'y en avait pas. Quelqu'un, dans un geste d'une incroyable stupidité, avait jeté un mégot de cigarette allumé par la fenêtre de sa voiture dans un fossé. Il n'y avait rien que des champs à perte de vue autour de notre ville, et tout s'est embrasé. Il a fallu les services d'incendie de 3 villes et un courage immense pour maîtriser le feu. Cela a pris 2 jours, et à la fin, 2 fermes avaient brûlé. Pendant tout ce temps, notre ville est restée menacée d'évacuation. Il y a quelques années, j'ai reçu un appel d'une femme dont la maison était en feu. Sa voix était à peine audible à travers les cris et le vacarme des flammes. Sa fille était coincée dans une chambre au fond du couloir. Le feu avait déjà tout envahi, la chaleur était insupportable, et elle n'arrivait pas à la passer. Elle me suppliait de lui dire quoi faire, de l'aider à trouver un moyen, n'importe lequel. J'essayais de la guider, de la maintenir concentrée jusqu'à l'arrivée des pompiers, mais au fond de moi, je savais qu'ils n'arriveraient pas à temps. À un moment, j'ai entendu la petite fille crier, puis le son s'est étouffé. La mère, elle, hurlait, sans bouger, incapable d'accepter ce qu'elle voyait. J'avais le combiné collé contre l'oreille, obligé d'écouter, impuissant. Quand les secours sont enfin arrivés, elle était dehors, recroquevillée sur le trottoir, incapable de parler. Je me souviens du silence qui a suivi la fin de l'appel. Aucun bruit dans la salle d'opérateur, juste ce vide qui pèse quand tout le monde comprend que rien n'a pu être sauvé. Ça fait des années, mais ce souvenir reste intact. Une fois, j'ai répondu à un appel. 2 frères se disputaient après avoir bu, et l'une de leurs compagnes était là. Les 2 avaient beaucoup bu, et soudain, l'un d'eux a sorti une arme et a tiré sur l'autre. Quand j'ai reçu l'appel, j'arrivais à peine à comprendre l'adresse à travers ses cris. Il hurlait sans arrêt de dépêcher les secours. Il criait sans cesse « Où sont-ils, bordel ?» pendant que j'essayais de rester calme, de lui donner les instructions pour pratiquer la réanimation et de dire à la femme présente de faire pression sur la blessure pour arrêter le saignement. Les secours médicaux ne pouvaient pas intervenir tant que la police n'avait pas sécurisé l'arme sur place. Entendre la douleur dans la voix de quelqu'un qui supplie qu'on l'aide reste gravé dans la mémoire. Ils devaient avoir une 30aine d'années, tous les 2. J'ai du mal à imaginer comment on peut en arriver à tuer un membre de sa famille. La suivante est arrivée plus tard dans la soirée, vers 23h30. Une femme m'a appelé en hurlant. Elle criait « Je brûle ». Je lui ai dit de s'arrêter, de se jeter au sol et de rouler pour étouffer les flammes. Une fois le feu éteint, je lui ai demandé d'ouvrir le tuyau d'arrosage et de passer de l'eau froide sur les brûlures jusqu'à l'arrivée des secours. Quand elle s'est un peu calmée, j'ai pu en savoir plus sur ce qui s'était passé. Elle avait bu avec son petit ami, et il était devenu dépressif, disant que cette nuit-là serait la dernière et qu'il allait se suicider en la tuant avec lui. Dans son état d'ébriété, il avait trouvé un bidon d'essence, en avait versé sur lui et sur elle, puis avait mis le feu. Le feu s'est aussi propagé à la maison, à la clôture et au jardin. Les 2 ont survécu, même si lui a été bien plus gravement brûlé. La maison et la clôture ont eu peu de dégâts. La dernière histoire a probablement été l'appel le plus difficile que j'ai jamais reçu. Le téléphone a sonné, et au bout du fil, il y avait une petite fille d'environ 8 à 10 ans. Elle hurlait et pleurait en répétant « Papa est mort ». Impossible de la calmer. Elle sanglotait sans s'arrêter, et en arrière-plan, j'entendais 2 autres petites filles pleurer aussi. En surveillant les journaux d'appel, je voyais d'autres appels arriver du même secteur pour des coups de feu. 3 hommes avaient décidé de cambrioler une maison qu'ils croyaient vide.
Ils avaient sonné à la porte pour vérifier, et le père, surpris, les avait fait fuir. Mais ils ont tiré sur lui. La mère est sortie en courant pour voir ce qui s'était passé, et elle s'est fait tirer dessus à son tour. Les 3 hommes se sont enfuis, laissant les 3 filles, âgées de 8 à 12 ans, appeler les secours. Nous n'avons pas le droit de raccrocher avant que la police ou les secours soient sur place. Mon cœur se brisait pour cette petite famille qui venait de perdre ses parents dans un drame absurde. J'ai écouté la fillette pendant 6 minutes et 37 secondes avant que la police n'arrive. Il y a eu cet appel que je n'ai jamais réussi à oublier. Un petit garçon de 3 ans était coincé dans la caravane familiale en feu. Sa grand-mère avait réussi à faire sortir les autres enfants, mais pas lui. Elle pensait qu'il s'était peut-être caché, terrifié, comme le font souvent les petits quand ils ont peur. Le service d'incendie est arrivé en quelques minutes, et ils ont tout tenté. Ils se sont battus contre les flammes, sont entrés plusieurs fois malgré la chaleur, espérant encore le trouver vivant. Pendant près de 2 heures, on a suivi chaque étape depuis le centre, les échanges radio, les appels de coordination, les voix qui se brisent à mesure que l'espoir s'effrite. Après une demi-heure, on savait déjà qu'il n'y avait presque aucune chance. Pourtant, personne ne voulait l'admettre. Quand la nouvelle est tombée, la salle est restée muette. Ce genre de silence, c'est comme un poids qu'on garde sur la poitrine. Ce qui m'a le plus touché, c'est que mon propre fils avait à peu près le même âge. J'imaginais son visage, sa voix, ses gestes maladroits, et je voyais ce père, cette grand-mère, cette famille qu'on n'a pas pu aider à temps. À cette époque, on ne parlait pas de soutien psychologique pour les opérateurs. On nous disait juste de passer à l'appel suivant. Le premier jour de mon travail comme opérateur au 911, je n'étais même pas encore officiellement en formation. J'étais simplement là pour signer les papiers, prêter serment et visiter le centre. On me montrait mon casier, on m'expliquait le fonctionnement des postes, quand un appel est arrivé. C'était un suicide. La voix à l'autre bout de la ligne était calme, presque polie. Il a dit son nom, a donné son adresse, puis a ajouté qu'il allait se tirer une balle et qu'il voulait seulement prévenir, pour éviter que quelqu'un tombe sur son corps par hasard. Avant que je puisse répondre, il a raccroché. Quelques secondes plus tard, le rapport est tombé, il avait tenu parole. J'étais secoué, évidemment, mais je savais que ce genre d'appel faisait partie du métier. Je me suis dit que je devais apprendre à encaisser. Quelques heures plus tard, sur la route du retour, j'ai vu un attroupement devant la maison d'un ami. Il faisait partie d'une fraternité à l'université, et comme c'était la semaine des recrutements, j'ai pensé à une simple réunion. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un appel. Mon ami venait de se suicider. C'était lui, le même homme que j'avais entendu au téléphone ce matin-là. J'ai passé les jours suivants à remettre en question ma place dans ce métier. Je me suis demandé si j'étais fait pour ça, si je pourrais continuer après une coïncidence aussi cruelle. Finalement, je suis retourné au centre dès le lendemain. J'y suis resté 5 ans. Avec le temps, j'ai compris que ce travail n'est pas seulement une question de sang-froid, mais de présence. On ne peut pas sauver tout le monde, mais on peut au moins être là, au bout du fil, quand plus personne d'autre ne l'est. Une femme a appelé en hurlant, complètement paniquée. Elle disait qu'elle venait de tomber avec sa voiture dans un plan d'eau, que l'eau montait partout, qu'elle n'arrivait plus à ouvrir la porte et qu'elle et ses enfants allaient mourir noyés. Sa voix était hystérique, saccadée, presque méconnaissable. J'essayais de la calmer, de comprendre où elle se trouvait, mais elle criait sans arrêt. Elle voyait, disait-elle, un grand centre commercial, mais ça ne nous avançait pas beaucoup. Dans cette zone, il y en avait plusieurs. On a dépêché plusieurs équipes vers les étangs, les canaux, toutes les zones inondables possibles. J'ai aussi fait appeler les gardes-côtes et les unités maritimes, au cas où. Pendant tout ce temps, je tentais d'obtenir des détails, le type d'endroit, la taille du plan d'eau, si elle voyait des bâtiments autour, n'importe quoi qui puisse aider. Mais elle était incapable de répondre,
submergée par la panique. La seule chose que j'ai pu tirer d'elle, c'est le numéro d'immatriculation de son véhicule. Quelques minutes plus tard, on a enfin eu des nouvelles depuis le terrain. Ce n'était pas un lac, ni une rivière. Elle avait simplement roulé sur une route inondée, et l'eau ne montait pas plus haut que les portières. Il n'y avait jamais eu de véritable danger. Quand j'ai appris ça, j'ai poussé un long soupir. Tout le centre était suspendu à cet appel, imaginant le pire. Et elle, dans sa voiture, croyait vraiment que c'était la fin. Ce jour-là, j'ai compris à quel point la peur peut transformer la réalité. Une flaque devient un océan dès qu'on pense qu'on va y mourir. Un homme a appelé un après-midi glacial, la voix agitée, pour dire qu'il y avait 3 enfants enfermés dans une cabane derrière son immeuble. Il affirmait qu'ils y étaient depuis le matin et qu'il faisait au moins 12 degrés. Rien qu'à l'idée, j'ai senti mon cœur se serrer. Je lui ai demandé s'il avait vérifié, s'il voyait quelque chose, s'il pouvait me dire si les enfants bougeaient encore ou respiraient. Il a répondu qu'une personne lui avait dit « Tu ne veux pas voir ça ». Et, à ce moment-là, cette phrase sonnait terriblement vraie. Tout dans sa voix me faisait croire que c'était réel. J'ai immédiatement fait envoyer une équipe sur place, imaginant le pire, 3 petits corps figés par le froid, oubliés dans une cabane perdue derrière un bâtiment. Les minutes d'attente ont paru interminables. Je me souviens d'avoir fixé l'écran, incapable de penser à autre chose qu'à ses enfants, à ce qu'ils pouvaient être en train de vivre, à cette impuissance totale qui accompagne certains appels. Quand les agents sont arrivés, ils ont tout fouillé. Aucune cabane. Aucun enfant. Rien. L'homme souffrait manifestement de troubles psychiques et croyait sincèrement ce qu'il racontait. Et pourtant, même après avoir su que tout cela n'était pas réel, j'ai mis du temps à m'en remettre. Parce que pendant ces quelques minutes, avant que la vérité tombe, j'étais convaincu que je venais d'entendre l'annonce d'une tragédie. Quand j'avais 4 ans, j'ai entendu ma mère crier et faire beaucoup de bruit dans leur chambre. À cet âge-là, je n'avais aucune idée de ce que c'était, seulement que ça sonnait comme une bagarre. Paniqué, j'ai couru chez la voisine d'un accent grave côté en hurlant que quelque chose arrivait à ma mère. La voisine, affolée à son tour, a aussitôt appelé le 911. L'opératrice nous a dit de rester à l'intérieur, que la police allait venir et qu'on devait attendre le signal avant de sortir. On s'est donc enfermé, collé contre la fenêtre, pendant que dehors, les sirènes se rapprochaient. Quand les policiers sont arrivés, il y a eu un petit désaccord entre les instructions du standard et la communication sur le terrain. Mes parents, entendant du bruit dehors et voyant les voitures de police, ont cru qu'on les accusait d'une dispute violente et que j'avais disparu. Ils ont débarqué dans la cour en panique, moitié nus sous des couvertures, cherchant à comprendre ce qui se passait. Les agents ont vite compris le malentendu, et la voisine, rouge jusqu'aux oreilles, a voulu s'enterrer sous le paillasson. Moi, je ne comprenais pas vraiment pourquoi tout le monde riait après avoir crié aussi fort quelques minutes plus tôt. Des années plus tard, mes parents en rient encore. Moi, je suis juste content que personne n'ait eu le courage d'expliquer les détails ce jour-là. Je poste ça ici anonymement, parce que là où je travaille, on nous interdit formellement de parler de nos interventions en dehors du service. Ce jour-là, j'ai reçu un appel qu'on n'oublie pas. Une petite fille, la voix tremblante, m'a dit qu'elle appelait parce que son oncle avait frappé son père avec un marteau, la partie pointue. Elle était dans une autre pièce, cachée, et elle répétait que l'œil de papa est tombé. J'ai senti ma gorge se serrer pendant qu'elle parlait, essayant de garder ma voix calme, lui demandant de rester où elle était, de ne pas sortir, que les secours arrivaient. Quand les agents sont arrivés sur place, ils ont trouvé le frère de la victime encore là, couvert de sang, figé comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. La petite fille a été récupérée par un membre de la famille. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'elle avait vu, seulement qu'elle ne voulait plus retourner dans cette maison. Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé mon casque, je suis sorti prendre l'air et j'ai demandé une cigarette à un collègue. Je ne fume pas d'habitude, mais à ce moment-là,
C'était la seule chose qui me permettait de respirer un peu. Certaines nuits, ce que les gens laissent dans le combiné ne nous quitte jamais vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.